Salut à tous, ici Damien et bienvenue dans le podcast College Football de The Free Agent. Comme chaque semaine, je vais vous proposer de revoir, avant ce week-end, 4 matchs clés. Cette fois-ci, on va changer un petit peu le programme puisque mon fidèle acolyte Lucas n'est exceptionnellement pas là. Alors je n'ai pas envie de le trahir, de le laisser de côté et continuer la rubrique habituelle dans laquelle on vous présente des futurs prospects NFL. Je vais vous parler d'un freshman, le running back de Ohio State, Trevion Anderson. Ce sera l'occasion pour vous de le découvrir. Et enfin, vous présenter l'upset de la semaine. Sans plus attendre, on va se lancer dans les 4 rencontres clés de ce week-end. Et on a quelques belles rencontres, comme d'habitude, dans le college football. On va commencer avec un programme qui m'est cher, si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast. C'est le match entre Ohio State et Indiana. Indiana sort d'une performance solide pendant laquelle les Hoosiers ont failli faire tomber Michigan State la semaine dernière, qui reste pour l'instant invaincu. Les Spartans sont toujours invaincus et restent une vraie force cette saison, une surprise, je pense qu'on peut le dire, une vraie surprise dans la Big Ten. Ils ont tenu le score, mais ils ont craqué en fin de match et ils peuvent avoir beaucoup de regrets, mais quand même, ils partent sur ce match de Ohio State avec une grosse performance contre Michigan State, une performance que clairement aucun autre programme n'a réussi à faire cette saison. Et c'était important pour eux de se relever parce qu'ils venaient de se prendre un 24-0 par Penn State. Donc bon, c'était vraiment une défaite très très difficile pour eux. Ils vont retrouver un programme d'Ohio State qui retrouve au pire moment, en fait, tout simplement parce que les Buckeyes sont repartis sur leur rythme de croisière habituel. Ils n'ont pas joué la semaine dernière, ils étaient au repos, ce qui était, je pense, une très bonne chose parce que CJ Stroud a été un petit peu diminué à un moment de la saison et il a beaucoup joué ces derniers temps. Il a beaucoup du jeu d'Ohio State s'était reposé sur son bras. Et Ohio State, avant cette bye week, sortait d'une victoire monumentale contre Maryland, 66-17. Et cette victoire vraiment pivot contre Rutgers, 52-13. Les Buckeyes ont vraiment retrouvé leur rythme de croisière des playoffs. Ils ont retrouvé le niveau avec lequel on a l'habitude de les voir jouer, c'est-à-dire vraiment un programme qui sait mettre le pied sur l'accélérateur et qui fait très 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 mal quand ça arrive. CJ Stroud est tout simplement sur un nuage, il est méconnaissable depuis le début depuis le début de l'après-Oregon, en fait. Vraiment, il y a eu un tournant chez lui, et puis il avait été mis sur le banc à cause de sa blessure, et puis probablement à cause du fait qu'il était encore en train de se chercher. Et donc, Ryan Day avait décidé de lui donner un petit peu de repos, avait lancé Kyle McCord, qui avait été plutôt solide et contre tout ça. Et voilà. Et donc, on retrouve un nouveau McCord, un McCord vraiment très, très surprenant. Eratum, ce n'était pas contre tout ça, mais contre Akron, évidemment, que McCord avait été lancé. Il était revenu contre Rutgers, et c'est vrai que c'était un moment un petit peu où il avait beaucoup à prouver, parce que McCord avait fait une plutôt bonne performance. Maintenant, après, c'est toujours contre Akron, donc c'était un petit peu difficile à évaluer. Il y avait ce programme de Rutgers qui était en fait un programme qui venait de perdre de justesse, un petit peu comme Indiana, là, qui venait d'accrocher les Wolverines. Michigan qui réalise un excellent début de saison. Et c'est vrai qu'on ne savait pas trop quoi penser de ces programmes de Rutgers, qui semblait être un candidat potentiel à l'upset pour Ohio State, qui était vraiment en train de se chercher. Et CJ Stroud a vraiment été excellent pendant ce match. Il a quasiment tout réussi. Vraiment très, très propre, très solide. Il était beaucoup de précision. Il termine avec 5 touchdowns. Et il a marché tout simplement sur Rutgers et il a recommencé contre ces pauvres Maryland Terrapins qui ont eu aucune chance. Encore 5 touchdowns pour lui. Plus aucune interception depuis son retour. C'est vraiment un autre quarterback. On dirait qu'il a été remplacé, mais tout simplement par une meilleure version de lui-même. Mais la réalité, c'est qu'il a pu prendre le temps de prendre le rythme. Et c'est jamais facile d'être lancé dans un tel programme que Ohio State parce que c'est un des tout meilleurs programmes du pays. Il avait, comme Lucas l'avait souligné pendant un podcast, il avait aussi beaucoup de pression, puisque en plus d'être un Buckeye, en plus d'être le quarterback de ce programme qui avait beaucoup d'ambition, il y avait les retours de Chris Olave, de Jeremy Ruckert, le tight end d'Ohio State, et Chris Olave, le receveur dont on vous a parlé la semaine dernière.
qui était revenu tout simplement pour monter clairement dans la draft, et en particulier pour Chris Olave espérer un top 10, voire un trophée Heisman. Donc il y avait énormément de pression sur ses épaules. Il a eu du mal à gérer cette pression en début de saison. Il était clairement pas dans son assiette. Des lancers qui manquaient de précision. Il était vraiment impossible. Il n'arrivait pas à trouver les connexions avec ses coéquipiers. Il semblait tout simplement perdu sur le terrain. Et c'est un petit peu normal pour un redshirt freshman, puisqu'il a vraiment très très peu joué la saison dernière, un petit peu contre Michigan State. Mais voilà, il y avait tellement d'écart qu'il n'y avait absolument rien à jouer. Mais voilà, il a trouvé son rythme, et du coup, Ohio State va beaucoup, beaucoup mieux. Et ça permet de retrouver un petit peu ce qui faisait la force de ce programme, c'est-à-dire une monumentale attaque. Mais c'est pas tout, et c'est peut-être ce qui sera la clé, vraiment ce qu'il faudra suivre, je pense, de très très près pendant ce match. Parce que les Buckeyes ont vu aussi leur défense s'améliorer de façon vraiment considérable. Ils ont changé de coordinateur défensif. Le coordinateur défensif qui était là auparavant est toujours là, mais il n'est juste pas sur le terrain. C'est plus lui qui décide des actions. Et il y a un vrai changement dans la défense des Buckeyes. Elle est beaucoup plus oppressante. Elle force des turnovers, elle réussit des interceptions. Et c'est peut-être pas encore une défense au niveau... Enfin, c'est clairement pas une défense au niveau de celle de Georgia ou voilà, d'un top programme comme ça. Mais quand même, c'est une défense qui est suffisante pour permettre à l'attaque de prospérer, à l'attaque d'être sur le terrain. Et ça permet tout simplement à Ohio State de ne pas prendre l'eau. Et cette défense sera testée évidemment contre Indiana, puisque les Hoosiers ne sont pas forcément une équipe qui marque beaucoup, mais sont une équipe très solide, très, très sérieuse, comme on a pu le voir contre MSU. Et il faudra faire en sorte justement de limiter l'impact offensif d'Indiana. Si Ohio State y arrive, et à vrai dire, c'est un petit peu difficile de trouver des choses positives à dire pour Indiana, parce que clairement, on sent que ce match s'annonce très compliqué pour les Hoosiers, vu le niveau d'Ohio State. En plus, voilà, Ohio State s'est trouvé un running back excellent. On en parlera après. Tre'Veyon Anderson, qui réalise un début de saison absolument incroyable, dans un programme en plus qui est celui un petit peu historiquement des running backs. Ohio State risque encore une fois de mettre une vraie raclée, si je puis dire, offensive à ces pauvres Hoosiers. Et ce match sera très important pour Ohio State, puisqu'après, c'est Penn State qui les attend. Évidemment, ça sera, même si Penn State a perdu, ça reste quand même le choc, clairement, pour Ohio State, parce que les deux équipes peuvent encore tout à fait espérer une qualification pour les playoffs. Et voilà, Ohio State revient peut-être de plus loin que Penn State, qui a perdu et qui maintenant se cherche un peu et qui cherche à prouver justement qu'ils ne sont pas morts, les Nittany Lions. Mais on y reviendra un petit peu la semaine prochaine. Mais c'est quand même assez important pour aborder ce match, parce que Ohio State, maintenant, n'a plus le choix. Les Buckeyes sont dos au mur. Et chaque semaine, c'est un National Championship pour eux. Il faudra vraiment chaque semaine prouver qu'ils ont ce qu'il faut pour remonter dans l'IP25, comme ils l'ont fait maintenant depuis 2 semaines, depuis la victoire contre Rutgers. Et il y a de bonnes raisons de penser qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils continuent de monter, et ils vont aller essayer de chercher un petit peu de taquiner cette 4e place qui signifierait donc une qualification pour les playoffs, même si la route est encore longue, puisqu'il y aura avant le Big Ten Championship, il y aura ce match contre Penn State, il y aura aussi Michigan State qui est encore invaincu, et surtout, oh là, ça c'est... On aura l'occasion d'en reparler. Je suis tellement excité à l'idée de vous présenter ce match au moment où on devra le faire, le 27 novembre prochain, The Game, Ohio State-Michigan, qui est clairement le match clé de la saison. En tout cas, pour moi, c'est mon match préféré chaque année. Je l'attends de tout cœur. Et on tâchera de vous rendre l'expérience spéciale comme elle l'est pour tout le monde quand on suit ce match. À noter que ce Ohio State-Indiana sera à suivre sur l'ESPN Player. Et n'oubliez pas que vous avez 40% de réduction en vous abonnant via le lien qu'on va vous mettre dans la description à l'ESPN Player sur l'abonnement annuel grâce à notre partenaire ESPN. Vous pourrez profiter de tout le college football, de la MLB avec les playoffs, de la NFL, et puis une somme incroyable de programmes originaux. Je dirais en plus qu'il fait la force de cette ESPN Player, c'est la diversité de son catalogue, c'est-à-dire que
vous trouverez probablement quelque chose qui va vous intéresser et probablement un peu plus d'une chose qui va vous intéresser. Faudra pas m'en vouloir, faudra pas venir me dire Damien, tu nous as dit de nous abonner à l'ESPN Player et puis maintenant on n'arrive à plus rien faire d'autre parce qu'on est scotché, parce qu'il y a tellement de choses. Voilà, il y a tout sur l'ESPN Player et vous avez l'occasion d'avoir 40% de réduction, c'est énorme, en suivant le lien dans la description. C'est tout pour les Buckeyes, même si je pense qu'on aura souvent l'occasion d'en reparler, parce que voilà, comme vous le savez, c'est un programme qui me tient à cœur, et puis c'est un programme qui revient en force. On va passer à la SEC avec un choc, clairement, un choc entre LSU et Ole Miss. LSU est allé chercher une victoire surprise, en quelque sorte, sur un programme de Florida la semaine dernière qui continue de sombrer. Les Tigers sortent d'une semaine un petit peu bizarre, puisque Ed Orgeron, leur entraîneur en chef, a annoncé qu'il ne reviendra pas, tout simplement, qu'il va quitter les Tigers. C'est très surprenant, puisque encore en 2019, ils étaient champions nationaux avec Joe Burrow, Justin Jefferson, Ja'Marr Chase, et c'était vraiment, je pense, le programme qui avait dominé de façon assez affolante le college football, à une époque en plus où cette saison 2019-2020, juste avant la pandémie, était vraiment très équilibrée, avec des programmes, des gros programmes qui montaient en puissance, voilà, et qui étaient là. Je pense évidemment encore à Ohio State, mais aussi à Clemson, à Alabama, qui était très impressionnant. À Wisconsin aussi, qui avait fait une très très belle saison et qui avait disputé un magnifique Big Ten Championship contre Ohio State. Et LSU avait vraiment écrasé, vraiment dominé cette saison. Et 2 ans et demi après, Ed Orgeron ne sera plus l'entraîneur en chef de LSU. C'est un reset complet qui s'attend pour ce programme. C'est une vraie surprise. Je sais pas vous, peut-être vous pourrez nous le dire en commentaire et sur les réseaux sociaux. Ce sera toujours avec plaisir de discuter. Mais voilà, j'étais vraiment très surpris par cette nouvelle. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'Orgeron quitte LSU, parce que, bon, même si clairement il y a eu un blues post-National Championship, puisque depuis la draft de Burrow, plus rien ou presque ne se passe pour les Tigers, et c'est très 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 décevant. Mais voilà, il va falloir maintenant tout recommencer, et c'est toujours un petit peu impressionnant, même si on a l'habitude en college football de recommencer à cause des drafts et puis des changements, mais c'est quand même un gros programme, une énorme page qui se tourne. La semaine dernière, les Tigers sont allés chercher une grosse victoire contre Florida, qui était classée 20 à l'époque, et LSU n'était pas classée. C'était le gros upset de la semaine. Victoire 49-42 dans vraiment un thriller de SEC comme on les aime, avec des turnovers de tous les côtés. C'était à suivre d'ailleurs sur beIN Sport. Je pense que c'était un des premiers matchs que vous avez regardé de college football, vous n'avez pas dû vous ennuyer. Vous avez dit waouh, c'est intéressant le college football. Il va falloir en regarder encore un petit peu. Voilà, LSU sort une performance monumentale, que ce soit à la passe, mais surtout à la course, avec 36 portées pour Davis Price, 287 yards, 3 touchdowns. C'était vraiment, vraiment énorme. De leur côté, les Rebels d'Ole Miss continuent d'être une référence offensive de cette saison. Et la semaine dernière, ils affrontaient Tennessee dans un match qu'on vous avait présenté comme un match vraiment piège pour les Rebels, puisque justement les Vols aussi ont une très très bonne attaque, et c'était vraiment un choc des attaques très intéressant à suivre. Ça sera il va y avoir beaucoup de points encore. Il va y avoir beaucoup de points, parce que cette équipe d'Ole Miss est vraiment capable, comme on avait présenté Matt Corral, et puis sur sa puissance offensive. Voilà, c'est la grande force d'Ole Miss, l'attaque. La défense n'est pas mauvaise, mais c'est clairement pas la force du programme. Et voilà, Tennessee a connu un moment un petit peu compliqué avec un changement de quarterback. C'est pas forcément très bien passé à la fin du match. Mais voilà, donc ça sera vraiment un match très important à suivre, puisque LSU a encore probablement son mot à dire dans la SEC, et peut-être peut rêver encore de National Championship, enfin de National Championship, de SEC Championship. C'est parce que le niveau du SEC Championship est tellement élevé que dans ma tête c'était un National Championship. Mais oui, les Tigers peuvent encore rêver de ça, et pour la dernière saison d'Orgeron, c'est peut-être quelque chose qui serait une belle façon de dire au revoir
à ce grand coach qui a vraiment permis à ce programme de devenir une référence. Voilà, il va y avoir beaucoup de points et il faudra voir si LSU arrive à maintenir le niveau offensif que les Tigers ont réussi à montrer la semaine dernière contre Florida. Voilà, les Ole Miss concèdent énormément de points. Si LSU arrive à réaliser un match similaire en attaque et notamment à la course, il y a vraiment un moyen que ce soit très intéressant et que les Tigers aient un coup à jouer. Je pense que c'est vraiment un match qui va se déterminer à un touchdown d'écart et il y aura certainement plus de 40 points. Encore une fois, si vous voulez un choc offensif, il va falloir se brancher sur LSU Ole Miss parce que ça va être vraiment très intéressant à suivre. Ça sera à 20h30 en plus, donc heure française, donc c'est vraiment un très bon horaire pour le suivre. On va prendre la direction de la Pac-12. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler de la Pac-12 cette saison, puisque voilà, il y avait quelques chocs intéressants, mais pas forcément au moment où on faisait les podcasts. Oregon va affronter UCLA dans un match qui pourrait être très 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 intéressant pour le coup. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à aller regarder les uniformes des Ducks, parce que aller sur le compte Ducks France, qui est vraiment la référence, si vous ne le suivez pas, je vous invite à le faire. Et d'une manière générale, je vous invite à suivre tous les comptes français des programmes de college football, parce qu'ils vraiment ils font un travail exceptionnel, que ce soit Ducks France, Maryland France, le Cowboy solitaire pour Oklahoma State, voilà. Ceux que j'ai oubliés ne m'en voulez pas, parce que franchement vous êtes tous excellents. Notre Dame France, LSU France, voilà. Vraiment suivez-les, interagissez avec eux parce qu'ils sont très sympas et ils font vivre le college football de façon absolument magnifique avec toute leur passion, et ils donnent beaucoup pour l'amour de ce sport, et je pense que ça vaut vraiment la peine qu'ils soient encore plus connus. Donc on va revenir sur ce match, Oregon-UCLA, ça va être les Ducks étaient comme les Buckeyes en repos la semaine dernière, et voilà, les Ducks ont une trajectoire au final très différente de celle d'Ohio State. Ils ont un petit peu sombré dans l'AP25 après leur défaite. Voilà, une chute qui est un petit peu surprenante quand même s'ils avaient perdu contre un adversaire non classé à l'époque. Mais quand même, voilà, ils avaient perdu contre Stanford, un adversaire non classé, mais voilà, les Ducks avaient vraiment chuté, ils étaient 3e et ils sont passés 10 de façon très très abrupte. Voilà, alors que d'autres programmes, je pense par exemple à Alabama, même si voilà, après on prend toujours évidemment en compte la valeur intrinsèque des programmes, et Oregon souffre de nombreuses blessures qui viennent vraiment paralyser le programme. Mais voilà, quand même, ils ont vraiment sombré, vraiment chuté dans l'IP25, et donc ce match contre UCLA qui est toujours vraiment un match à regarder, puisque c'est deux grandes universités de la Pac-12, même si UCLA réalise des performances peut-être un petit peu moins solides ces dernières années, ça reste quand même un programme vraiment à suivre, avec toujours des très très bons joueurs, des futurs joueurs qui sont draftés, et voilà, c'est toujours magnifique de regarder cette équipe de UCLA. Voilà, l'enjeu est énorme pour Oregon, clairement. Les Ducks doivent absolument aller chercher une victoire statement, parce que ils peuvent pas continuer de chuter dans l'IP25, avec en plus autant de programmes qui perdent un petit peu du terrain dans l'IP25. Au final, voilà, Oregon n'a qu'une défaite, comme Penn State, comme Alabama, comme beaucoup d'autres programmes. Et donc en soi, il n'y a rien d'inquiétant pour eux, puisque ils peuvent encore tout à fait espérer revenir, et je pense sans trop de difficulté aller gagner le Pac-12 Championship. Et puis après, il y aura une grosse décision à prendre. Ça sera un match pas forcément évident pour Oregon, puisque UCLA n'a pas une très bonne défense, mais on y reviendra un petit peu ensuite. Mais surtout, voilà, les Bruins de UCLA ont un très 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 bon jeu de course. Et c'est vrai que c'est ce qui va apporter un petit peu cette équipe. Le running back, Zach Charbonnet, vraiment réalise un très très bon début de saison, avec 697 yards à la course, 7 touchdowns, 6,4 yards en moyenne. Voilà, c'est clairement la grande force de UCLA, ce jeu de course. Ils ont quand même aussi un jeu de passe relativement équilibré, mais c'est quand même, voilà, si on doit pointer du doigt une grande force de UCLA, c'est ce jeu de course. Mais c'est pas forcément un problème pour Oregon de faire face à ce jeu de course au final, puisque même si ça sera une vraie menace, parce que voilà, comme j'ai dit, Charbonnet est très très bon, avec un nom un petit peu à consonance française en plus, ça
Ce sera facile à prononcer pour les francophones. Mais voilà, c'est une très bonne occasion pour la défense d'Oregon qui est très solide, très physique, de montrer sa force, je dirais, face à ce joueur qui sera vraiment, c'est sans aucun doute, vraiment au centre de ce que vont faire les Birds. Donc c'est une très très belle occasion pour les Ducks, et avec une grosse performance défensive, vraiment je pense autoritaire, les Ducks pourraient revenir vraiment en force dans ce classement, puisqu'encore, je le rappelle, même s'ils ont perdu contre Stanford, ils ont perdu qu'un seul match. Donc c'est pas non plus, il y a absolument rien de catastrophique. Ils l'ont perdu à une possession d'écart. Voilà, il y a vraiment, je vois rien de particulièrement inquiétant chez cette équipe des Ducks. En tout cas, rien qui justifie une telle chute. Et cette chute n'est absolument pas représentative du niveau du programme, même si, voilà, il y a eu quand même quelques difficultés en début de saison. Ça s'était largement amélioré avec la victoire prestige contre Ohio State, une victoire vraiment, vraiment très, très impressionnante. Une victoire aussi durant laquelle les Buckeyes étaient vraiment passés complètement à côté de la rencontre. C'était presque facile d'oublier qu'il y avait Ohio State en face. Mais voilà, c'était bravo Oregon pour ce match, puisqu'ils avaient vraiment réussi à annihiler complètement et notamment avaient vraiment réussi à faire du mal au jeu de course des Buckeyes. Et les Buckeyes étaient vraiment en grande difficulté à la course pendant ce match, et CJ Stroud était complètement désespéré, et il était complètement perdu, et il avait vraiment du mal à apporter Ohio State. Voilà, la défense de UCLA n'est pas forcément très très bonne, puisque c'est la dernière de la Pac-12, voilà, avec environ 290 yards encaissés par match, ce qui est énorme, surtout que le quarterback d'Oregon, Anthony Brown, réalise clairement un début de saison plus que solide, avec une seule petite interception. Il avait réalisé 71% de réussite à la passe contre Cal State. Voilà, et donc ça s'annonce compliqué, clairement, pour ces Bruins de UCLA. Vraiment, en préparant le podcast, j'essaie toujours, évidemment, de balancer mon propos, essayer de trouver des choses un petit peu pour nuancer, pour voir. Parce que, voilà, un match de football, on peut rarement le décider à l'avance, même si dans le college football, il y a des powerhouse, comme on dit, vraiment des programmes qui sont monstrueux et qui sont écrasants, qui sont étouffants. Mais voilà, là, clairement, un petit peu comme dans la physionomie de Ohio State Indiana, je crois pas que UCLA aura un si gros coup à jouer que ça, même s'il faudra voir comment la défense d'Oregon répondra à ce jeu de course et puis globalement à cette attaque. Ouais, je vois vraiment pas comment UCLA peut s'en sortir. En tout cas, je pense que Oregon a vraiment une vraie occasion là ce week-end, et il faudra pas la manquer de faire un statement, de montrer pourquoi ils méritent d'aller en playoff. Alors voilà, clairement, cette quatrième place est encore totalement ouverte, que ce soit pour Ohio State, Oregon, Penn State. Voilà, c'est très 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 ouvert. Oklahoma n'a toujours pas perdu évidemment, et ils se sont trouvés un quarterback, Caleb Williams. Donc c'est de plutôt mauvais augure pour les autres, mais quand même, Oklahoma a des gros soucis défensifs, et au final est un programme pas très équilibré. Et donc il y a clairement un gros coup à jouer pour tout ce groupe-là, et ça commence, et ça se joue tous les week-ends, puisqu'en college football, voilà, on n'a pas trop le temps de se rater en général. Voilà, une petite erreur à ce niveau-là, c'est fatal. Et on l'a vu pour Oregon, voilà, qui était 3 et qui est tombé 9 d'abord, et puis 10 en gagnant d'ailleurs, et puis voilà, qui a souffert aussi de sa bye week. Voilà. Donc, voilà. Un pronostic, je dirais vraiment avantage Oregon sur ce match, mais ce sera un match magnifique à suivre, clairement. En plus, il va se jouer à une heure qui est très rare en général pour ces matchs de la côte ouest, vu que ça sera à 9h30 heure française sur l'ESPN Player en plus. Voilà. Donc, ça sera vraiment à suivre de très très près. C'est sur Bein aussi. Donc voilà, vous aurez le choix. Faut pas rater ce match, parce que je répète, on n'a vraiment pas toujours l'occasion de regarder Oregon, même UCLA, parce qu'en général c'est 3 à 4 heures du matin. Je pense que le CM de Oregon Ducks France le sait très très bien, et peut-être on souffre un petit peu, parce que voilà, supporter une équipe de la côte ouest, c'est jamais très facile, et il faut se préparer à pas trop dormir. Mais bon, après, quand on est fan de sport US, le sommeil, c'est un petit peu voilà, c'est pas très nécessaire, quoi. C'est un peu surcoté. On va rester avec une équipe de la Pac-12 pour ce qui est certainement le choc au niveau historique. C'est peut-être pas le choc au niveau sportif, mais quand même, ce sera très 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 intéressant à suivre.
Ce sera le match entre USC, University of Southern California, et Notre Dame. Donc, c'est une rivalité historique du college football. Vraiment, c'est une des plus vieilles rivalités, une des rivalités les plus intenses. C'est vraiment magnifique. Je vous invite encore une fois à jeter un coup d'œil au Twitter de Notre Dame France qui a posté une photo absolument magnifique de Babe Ruth, la légende, pour ceux qui ne suivent pas le baseball, la légende, vraiment le visage du baseball, et Lou Gehrig aussi, un autre grand visage, un grand joueur de baseball, vraiment, tous deux font partie de l'histoire du baseball, qui était présent à ce match. La photo est vraiment magnifique, c'est très très amusant de voir ça, je suis vraiment très friand de ce genre de photos historiques. Voilà, c'est une rivalité historique, comme beaucoup de rivalités, malheureusement. Elle n'a pas pu se jouer l'an dernier. C'était à chaque fois, comme à chaque fois, la première fois, puis la Seconde Guerre mondiale, que ce match n'avait pas pu avoir lieu. Donc, ça sera un gros retour de cette rivalité, vraiment un retour à suivre et un retour très très intéressant, puisque c'est la première fois de l'histoire que le match va se jouer à South Bend, en Indiana, donc qui est l'endroit où se trouve Notre Dame, le campus de Notre Dame. Donc, ce sera la première fois de l'histoire que ça va se passer. Donc, c'est vraiment une première historique pour un grand retour. Voilà, on le dira jamais assez. C'est vraiment un plaisir immense que de revoir ces grandes rivalités qui font vraiment la beauté du college football. Le college football, si je devais le décrire, en tout cas, ce que j'aime le plus dans le college football, c'est son aspect historique. Vraiment, la beauté de son histoire, ses rivalités qui sont ancrées dans le passé, qui se trouvent beaucoup plus fortes que celles de NFL. Ou avec beaucoup plus de passion, vraiment, quand les étudiants vont en match, voilà, ils donnent tout, et on aura l'occasion. On avait parlé du Red River Showdown, qui est à la Big 12, le match de l'année à la Big 12, qui est vraiment à suivre et qui a été un match en plus exceptionnel. On aura l'occasion, ça je peux vous le promettre, parce que c'est vraiment un match que j'attends de pied ferme, de parler et un petit peu d'essayer de vous faire vivre ce que c'est de vivre là ce genre de match avec Ohio State Michigan, The Game, qui sera vraiment un match clé à suivre et un match qu'on vous fera vivre avec le plus de fidélité possible, parce que voilà, c'est très difficile presque de parler de la passion. Voilà, il faut le voir, regardez-le, et puis voilà, peut-être un jour dans votre vie, je vous le souhaite, vous aurez l'occasion d'aller le vivre, et ça sera, je pense, un grand moment dans votre vie, et peut-être que voilà, vous allez découvrir le college football grâce au podcast de Trick Play, qui sont géniaux, grâce à The Blue Pennant, grâce à notre travail aussi sur The Free Agent en college football, que ce soit à travers nos articles, nos podcasts, et puis aussi grâce à Bean, grâce à l'ESPN Player, et que ça va créer une vraie passion chez vous. Voilà, ce match-là, USC Notre Dame, c'est clairement un match qui peut créer quelque chose, qui peut créer une vraie passion, parce qu'il a une histoire forte. Et voilà. Assez parlé du passé, on va se concentrer sur le présent. Voilà, ça sera un match très intéressant, puisque USC, donc qui est University of Southern California, n'a plus remporté ce match depuis 2016. Et à vrai dire, un petit peu à l'image de Ohio State et Oregon, je vois encore pas grand-chose qui pourrait permettre d'espérer à USC d'aller remporter ce match contre Notre Dame, si ce n'est que pour une fois, et c'est très rare chez Notre Dame, puisque c'est quand même un programme qui produit de façon extrêmement durable des lignes offensives excellentes. On en avait déjà parlé. Voilà, la ligne offensive n'est pas vraiment au niveau où on l'attend. Et le pass rush de USC est très intéressant. Et il sera vraiment à suivre. Je pense que ça va être un gros challenge pour le quarterback de Notre Dame. Et peut-être la clé du match, mais globalement, voilà, Notre Dame est quand même beaucoup plus solide, malgré cette ligne offensive, malgré voilà, un jeu au poste de quarterback qui est peut-être pas encore totalement parfait, mais voilà, le secondary du USC avait tout simplement explosé contre les Utah Utes, qui réalisent un début de saison un petit peu décevant pour le coup, mais voilà, qui avait passé un nombre vraiment impressionnant de yards à ce secondary du USC. Voilà, les Trojans de USC, voilà, encore quand même beaucoup trop de soucis à ce niveau-là, et Notre Dame, malgré quelques petits soucis, voilà, est quand même à un niveau, je pense, qui est beaucoup plus élevé que USC, en tout cas à l'heure actuelle.
ils se sont sortis encore une fois tout juste d'un match contre Virginia Tech la semaine dernière. Et bon, ils avaient vraiment fait une performance impressionnante contre Wisconsin. Donc voilà, c'est quand même une référence. Notre Dame cette saison, encore une fois, mais peut-être un peu moins que l'an dernier, malheureusement pour eux, notamment à cause de cette ligne offensive. Mais voilà, ils ont vraiment les armes pour étouffer USC. Et ça sera voilà, un match évidemment à suivre, parce que ce genre de match de rivalité, et j'en parle souvent avec Lucas, je le dis souvent, ce sont des matchs qui coupent un petit peu le cours traditionnel de la saison. En fait, voilà, il faut un petit peu tout oublier, parce que ça transcende tellement le sport, ça transcende tellement les joueurs, parce que voilà, ils s'y préparent toute la semaine on répète, voilà, quand c'est Ohio State, Michigan, c'est Michigan Hate Week, ou Ohio State Hate Week, voilà, on s'y prépare toute la semaine, on se rappelle qu'on a perdu, et voilà, et USC a perdu voilà, la plupart des derniers affrontements, et je pense que les Trojans ont un gros coup à jouer, surtout qu'ils réalisent vraiment une saison clairement décevante, hein, puisqu'ils ont perdu évidemment contre Utah, mais Oregon State, et surtout ils avaient perdu, ça c'était vraiment le choc, un des premiers upsets de la saison contre Stanford, et là pour le coup c'est aussi une énorme rivalité, et Stanford pareil n'avait plus gagné depuis très longtemps, et USC s'était incliné à l'époque, il était classé et n'avait plus été classé. Mais bon, globalement Notre Dame est quand même beaucoup plus solide. Voilà, si on regarde le matchup predictor d'ESPN, ce sont les Fighting Irish de Notre Dame qui ont 77% de chances de remporter ce match. Et à raison, parce qu'ils sont clairement plus solides. C'est tout pour les matchs à suivre de la semaine. Je vais vous proposer une nouvelle rubrique, vu que je suis sans Lucas exceptionnellement aujourd'hui. D'habitude avec Lucas on vous propose de suivre des joueurs en vue de la draft NFL. J'ai pas très envie de faire ça sans lui, parce qu'il a un très bon œil, et je pense qu'il ferait un excellent recruteur de NFL, parce qu'il a vraiment il est très fort pour aller trouver des joueurs à suivre, et voilà, donc j'ai pas envie de faire ça sans lui. Je vous propose autre chose exceptionnellement. Voilà, je vais vous présenter Trevian Henderson, le running back freshman d'Ohio State, parce que clairement, il réalise une saison qui est hors norme, tout simplement. Voilà. Ohio State, comme je vous l'avais dit, a eu des difficultés cette saison. Ça n'a pas toujours été facile pour les Buckeyes. Et j'ai même envie de vous dire que ça n'a pas souvent été facile, à part depuis environ 3 semaines. Donc, et au moment où CJ Stroud était vraiment en perdition, si je puis dire, s'est révélé un joueur, un freshman, un true freshman, Trevian Henderson, ce running back. Voilà, il a très peu joué pendant le premier match contre Minnesota. Trevian Henderson, il n'a fait que 2 portées pendant ce match-là. C'était très très peu. Voilà. On a pu pour le coup, par contre, le voir par la suite. Un petit peu encore contre Reagan, avec 12 portées, 54 yards. Mais voilà, à cette époque-là, on sentait que le jeu de course de Ohio State avait encore beaucoup à prouver. Mais il n'a pas fallu attendre très très longtemps, hein, puisque la semaine d'après, contre cette pauvre équipe de Tulsa, c'est vraiment là où Trevian Henderson a explosé et s'est révélé au monde du college football, avec 3 touchdowns dans la course, 24 portées, 277 yards, et une performance historique, puisqu'il avait réussi le plus grand nombre de yards à la course pour un freshman à Ohio State. Et réussir ça à Ohio State, c'est pas peu dire, puisque c'est un programme qui compte dans son histoire des running backs absolument légendaires. Je pense évidemment à Archie Griffin, mais si on se rapproche un petit peu de l'histoire récente, voilà, les Buckeyes ont produit d'excellents joueurs comme Ezekiel Elliott, qui fait le grand bonheur cette saison des Dallas Cowboys, et qui l'a fait aussi par le passé, qui avait vraiment permis à Ohio State de remporter le National Championship en 2014 contre Oregon. Tout récemment encore, J.K. Dobbins, qui s'est intégré à la vitesse de l'éclair chez les Baltimore Ravens. Trey Sermon, qui avait réalisé une très 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 bonne saison l'an dernier. Voilà, donc récemment, voilà, Ohio State arrive à produire de façon très régulière des running backs, et dans son histoire, on retrouve, c'est un programme qui compte énormément de running backs dans son histoire, et d'excellents running backs, des Hall of Famers ou des futurs Hall of Famers. Donc c'est pas peu dire d'avoir réussi à briser ce record du nombre de yards à la course pour un freshman, pour Trevian Henderson.
Il faut savoir que voilà, Anderson, c'est un running back explosif, très rapide. Une fois qu'il a pris ses appuis, bah, franchement, on peut lui dire adieu, quoi. You can kiss it goodbye, comme on dit en MLB. On le voit plus, il est parti. Et ça vient de son passé de coureur, puisqu'il a fait de la course à pied. Voilà. Et comme c'est souvent le cas chez les athlètes américains, chez les athlètes universitaires, au lycée et même à l'université, souvent ils cumulent les sports. C'est pas très rare en soi. Mais voilà, Anderson, c'était vraiment un très 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 bon coureur de track, donc de 100 mètres en particulier. Voilà, donc 100 mètres, qui dit 100 mètres dit vraiment cette explosivité. En fait, c'est parfait pour le football américain, parce que on lui demande vraiment d'exploser très rapidement et voilà, et d'aller courir sur des grandes courses. Et on l'a vu faire ça cette saison, d'exploser les lignes et de plus le revoir pour plus de 50 yards, pour 45 yards, voilà. Et c'est vraiment, vraiment très très impressionnant chez lui. Et depuis ce match contre Tulsa, on l'a revu également contre Akron avec 2 touchdowns en seulement 8 portées pour 93 yards. Voilà, c'était vraiment, vraiment très très impressionnant. Et voilà, il permet vraiment à Ohio State d'être relativement tranquille à la course maintenant. Il s'est installé très très solidement comme le running back numéro 1 du programme. Il est la référence du programme. Voilà, contre Rutgers, encore 8 portées, 61 yards, un touchdown. Depuis le début de la saison, il en est à 9 touchdowns, 612 yards en 70 portées. Voilà, donc c'est très 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 solide. Il avait aussi enregistré 2 touchdowns contre Maryland. Et c'est vrai que c'était vraiment une performance vraiment très impressionnante contre Maryland. J'avais d'ailleurs écrit un article, je vous invite à le lire si vous n'avez pas pu le faire sur notre site thefreeagent.fr sur Trevion Anderson, qui avait réalisé donc une performance vraiment très très complète contre Maryland. Excellent à la course. Il avait aussi été très très bon à la réception, puisqu'il avait terminé avec 4 réceptions pour 67 yards, et c'était un petit peu la première fois, c'était même pas un petit peu, c'était clairement la première fois depuis le début de la saison qu'il montrait des qualités de receveur. Et déjà avant ce match, je voyais vraiment Anderson comme peut-être un des tout meilleurs running backs du college football, et puis vraiment un joueur qui, j'avais vraiment aucun doute là-dessus, allait exploser. Et c'est vrai qu'après ce match, c'était voilà, la petite intuition, et puis ce qu'on se dit en regardant un petit peu ce qui se passe, là, c'est une vraie certitude, parce que s'il ajoute la possibilité de réaliser autant de yards à la réception, et on l'a vu clairement avec des mains très très sûres sur des jeux où il se positionnait un petit peu d'abord en running back et puis après en receveur, et avec un CJ Stroud qui est un quarterback pro-style, donc un quarterback qui est passeur avant tout, c'est très intéressant aussi, parce que voilà, il sait qu'il va avoir énormément de passes qui vont arriver dans le match. Ohio State utilise beaucoup plus de passes avec CJ Stroud qu'il ne le faisait avec Justin Fields. Et c'est logique, puisque Stroud est un pro-style, c'est-à-dire que c'est un passeur avant tout. Et d'ailleurs, on le voit, il a encore un petit peu de mal à courir quelquefois. Je dirais que c'est pas le sujet de CJ Stroud aujourd'hui, mais c'est encore peut-être le point sur lequel il peut encore beaucoup s'améliorer, en tout cas s'améliorer. Mais voilà, il a encore du mal à prendre certaines courses. On le sent un petit peu pas hyper assuré sur ça. C'est pas sa spécialité, mais il sait le faire, clairement. Mais c'est encore en progrès. Et quand il aura réussi à stabiliser ça, alors vraiment, il sera un quarterback complet. Mais, justement, CJ Stroud va de mieux en mieux. Et on peut clairement le corréler à la montée en puissance de Trevion Anderson, qui est de plus en plus important pour les Buckeyes et qui, je pense, rassure énormément CJ Stroud, puisqu'il sait qu'il n'aura pas toute la pression de l'attaque de Ohio State sur ses épaules, comme il pouvait, je pense, le penser en début de saison. Il sait qu'il a un running back excellent, tout à fait capable d'aller briser les lignes, de très souvent le mettre en excellente position en deuxième ou troisième tentative. Et si jamais la situation est un petit peu tendue, il sait qu'il peut avoir son running back pour aller briser les lignes, pour aller réaliser des courses impressionnantes. Donc c'est vraiment très impressionnant. Les 2 joueurs, je trouve, ont développé une relation vraiment intéressante au fil de la saison. C'est quelque chose vraiment qu'on peut voir quand on regarde Ohio State. Trevion Anderson et CJ Stroud se sont clairement équilibrés, parce que voilà, contre
contre Tulsa, là au moment où Trevelyan Anderson réalise sa performance monumentale, c'était pas un match équilibré, c'était le match de Trevelyan Anderson parce que CJ Stroud était en difficulté. Voilà, pendant ce match, il termine avec 185 yards, un touchdown, une interception, voilà, 15 petites passes complétées. C'est très 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 loin de ce qu'il offre aujourd'hui. Et voilà, donc c'était pas du tout une équipe de Ohio State qui était équilibrée, c'était une équipe de Ohio State qui misait à 100% sur Trevelyan Anderson, qui marchait sur une pauvre équipe de Tulsa, qui n'avait clairement pas les ressources pour aller faire tomber autant de talent. Mais maintenant, c'est plus le cas. Cette attaque de Ohio State est beaucoup plus équilibrée. Vraiment, elle a trouvé sa balance, si je puis dire, entre le jeu à la passe et le jeu à la course. Et c'est très important parce que dans le passé, cette balance, elle était peut-être un petit peu plus naturelle ces 2 dernières années avec Justin Fields parce que c'était un dual threat quarterback et surtout, Justin Fields, c'était un excellent coureur. C'est un quarterback qui allait très 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 bien avec un jeu de course et il fallait justement ce jeu de course pour bâtir les courses de Justin Fields, bâtir ses play action qui étaient absolument terrifiantes souvent et qui faisaient gagner énormément de yards. Là, c'est plus pareil, puisqu'on a un CJ Stroud qui est un passeur, on utilise... voilà, donc la course a son importance et aura son importance à Ohio State, parce que, je le répète, c'est dans l'identité du programme, et même si Ohio State utilise beaucoup plus de passes que l'an dernier, Ohio State a besoin de ce jeu à la course qui contrôle le temps, et qui est vraiment un atout en général assez solide, et qui le sera encore plus pour la suite de la compétition, contre des gros programmes qui sont tout à fait capables de contrôler le temps, et donc ça sera très intéressant. Et cette relation, cette balance, cet équilibre, si je puis dire, c'est trouvé au fil du temps entre CJ Stroud et Trevelyan Anderson, et c'est vraiment impressionnant. On sent, ça se voit en fait. C'est quelque chose qu'on voit quand on regarde Ohio State. L'équipe est beaucoup plus équilibrée, et je pense en grande partie grâce à Trevelyan Anderson. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de regarder ce running back, Trevelyan Anderson, qui, je le rappelle, est un des tout meilleurs cette saison. Et si vous n'en avez pas entendu parler, c'est peut-être un petit peu surprenant, mais pas tant que ça, parce que c'est possible que vous n'en ayez pas entendu parler, parce que peut-être que vous venez de commencer le college football, ou que vous ne regardez pas forcément la Big Ten, vous ne regardez pas forcément Ohio State. Si vous avez l'occasion de le faire, bon là, le match contre Indiana est à 1h30, donc bon, c'est pas exactement, ce sera pas exactement peut-être facile pour tout le monde d'aller le regarder, mais quand même, si vous avez l'occasion de le faire, regardez ce Trevelyan Anderson qui sera probablement, si Ohio State continue de monter en puissance cette saison, un joueur qui sera cité parmi la liste des potentiels vainqueurs du trophée Heisman. Et s'il ne l'est pas cette année, il sera l'an prochain. Il y a vraiment aucun doute là-dessus. Donc voilà, prenez de l'avance en quelque sorte, parce que peut-être que cette année sera un petit peu juste pour lui, vu que c'est encore un freshman et que la saison est longue. C'est un petit peu difficile de prédire ce qui va se passer pour lui. Mais voilà, prenez de l'avance et allez regarder Trevelyan Anderson, vous serez prévenus. Et n'hésitez pas à échanger avec moi après sur ce joueur, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Twitter, je suis très actif et je suis vraiment ravi de discuter avec vous. Si vous tapez Damien Viotolo, VIO de TOLO sur Twitter, vous me trouverez et puis on pourra discuter. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à me taguer, vraiment ce que vous voulez, je m'en fiche. Et on pourra discuter de Trevelyan Anderson et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à réagir aussi en commentaire du podcast. C'est tout pour le joueur à suivre de ce week-end. On va passer à la dernière rubrique de notre podcast College Football sur The Free Agent, qui est l'upset potentiel de la semaine. Alors, si vous nous suivez depuis le début de la saison, vous savez sans aucun doute qu'avec Lucas, nous avons eu très peu de chance depuis le début de la saison en prévoyant nos upsets, puisque clairement, aucun, jusqu'à la semaine dernière, ne s'était passé. Et il a fallu que BYU, voilà, donc on avait misé sur Baylor le week-end dernier contre BYU, et enfin, je suis très triste qu'il ne soit pas là pour partager cette joie avec moi. Enfin, notre upset était passé, puisque les Bears de Baylor étaient venus à bout des Cougars de BYU. Cette semaine, je vais vous proposer un upset peut-être un petit peu audacieux, peut-être encore plus audacieux, parce que peut-être que, voilà, maintenant, on a réussi ça, on a réussi cet accomplissement énorme qui était notre grand objectif avec Lucas au moment de lancer le podcast, qui était d'enfin prédire un upset. Maintenant que c'est arrivé, si vous voulez, on a laissé un petit peu passer la pression et on peut être encore plus audacieux. Cet upset que j'ai envie de vous proposer, c'est Tennessee-Alabama. Voilà, ça sera un match, un choc de la SEC à suivre ce week-end en college football. Et donc, Tennessee sort d'un match un petit peu frustrant contre le Miss la semaine dernière.
puisque les Vols avaient quand même, je pense, eu l'occasion d'aller gagner ce match et se sont un petit peu écroulés en fin de match. Et voilà. Et donc c'était un petit peu décevant, mais on avait quand même vu de très belles choses de cette équipe de Tennessee qui avait malheureusement pas pu continuer avec son quarterback Hooker, qui est Hendon Hooker, qui réalise un excellent début de saison, qui a 14 touchdowns pour une interception. Et donc il a été remplacé par Joe Milton, le quarterback qui avait été transféré de l'Université du Michigan, et bon, qui est clairement en difficulté, et qui était en difficulté déjà à l'Université du Michigan, et qui est en difficulté à Tennessee. Je ne vois pas pourquoi ça aurait changé avec un transfert, hein. Il n'y a vraiment aucune raison que ça change pour lui, et voilà. Si Hendon Hooker est disponible pour ce match, parce que c'est pas encore sûr, il est questionable à l'heure où je suis en train d'enregistrer ce podcast, alors peut-être que Tennessee aura une chance de faire tomber un petit peu Alabama. Mais il n'y a pas que ça. Il y a pas mal de choses dans cette équipe de Tennessee qui peuvent nous laisser penser que ça arrivera. Parce qu'ils ont un très très bon jeu de course qui est une valeur sûre, vraiment quelque chose de très stable, qui est très complet depuis le début de la saison. Et Alabama a eu un petit peu de mal contre la course cette saison. Ça s'était vraiment très très vu pendant le match contre Florida. Et ça semblait s'être réglé en fait, en quelque sorte, par la suite. Mais quand même, cette équipe de Tennessee a un vrai rôle à jouer, en tout cas au niveau de la course, en mettant la pression, en essayant de contrôler le temps contre cette équipe d'Alabama. Le Tide a perdu contre Texas A&M. C'était un choc, un séisme, vraiment, presque pas les mots pour dire à quel point j'étais surpris de ce qui s'est passé. Voilà, le Tide a perdu, mais voilà, le Tide reste tout à fait en course, que ce soit en SEC ou pour les playoffs du college football. Ils sont en 4e actuellement sur l'IP25 et ils ont énormément de pression parce qu'ils ne peuvent plus perdre. Et ils ne peuvent plus perdre. Et voilà, ils n'ont pas eu un gros adversaire la semaine dernière, puisque c'était Mississippi State. Il n'y a pas vraiment eu de challenge. Ils avaient vraiment marché sur Ole Miss cette saison. Mais voilà, si Tennessee arrive à mettre la pression sur Bryce Young, et peut-être essayer de le faire plier avec un pass rush qui est quand même très intéressant, en maîtrisant le temps avec leur jeu à la course, alors clairement, les Vols seront un coup à jouer. Et l'impression que c'est un petit peu la formule secrète pour faire tomber Alabama, c'est qu'ils essayer de contrôler le temps face à cette équipe qui peut rapidement, qui est ce genre de powerhouse dont je vous ai parlé, ce terme que je vous ai cité un petit peu plus tôt, et vraiment, vraiment capable de mettre le feu à une vitesse qui est incroyable. Et contre ces équipes-là, il ne faut pas faire d'erreur. Il ne faut pas lancer d'interception. Et c'est pas forcément la force de Joe Milton, qui se cherche encore beaucoup et qui n'est pas souvent très précis. Et clairement, s'il est sur le terrain pour Tennessee, ça sent pas bon. Et ça va être un petit peu difficile pour eux d'aller chercher ce match. Mais si c'est Hendon Hooker, qui est un quarterback qui s'est révélé être vraiment très, très stable, très solide, et on pourrait presque se demander pourquoi il n'a pas été titulaire depuis le début de la saison. Enfin, c'est vraiment une question qui reste un petit peu sans réponse quand on voit ses performances. Alors clairement, Tennessee aura un coup à jouer. Pour suivre cet upset, encore une fois, je vais vous rediriger vers, vous avez l'habitude maintenant si vous écoutez ce podcast, vers l'ESPN Player, puisqu'il sera disponible sur l'ESPN Player. Et voilà, n'oubliez pas que vous avez 40% de réduction sur l'abonnement annuel en vous abonnant avec le lien qu'on va vous mettre dans la description du podcast. C'est tout pour cette semaine de college football. Voilà, je le redis encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre, The Free Agent, sur les réseaux sociaux, à vous abonner au podcast, comme ça vous n'en manquerez jamais un, voilà, parce qu'on a aussi le podcast NFL, et puis on diffuse plusieurs fois par semaine. On a mis un calendrier sur notre page Twitter et puis sur tous nos réseaux sociaux des lives. Le tailgate en NFL 3 fois par semaine, le cross-check en NHL et le step back en NBA. Donc voilà, et le first pitch en MLB. Donc voilà, vous aurez des lives qui seront aussi à retrouver en podcast. Dans tous les sports, dans tous les domaines, et tous les jours en fait, que ce soit entre les podcasts et les lives, vous aurez tous les jours du contenu sur The Free Agent, donc il ne faut vraiment pas rater ça si vous aimez les sports US. Et donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast.
N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je l'ai déjà dit, en cherchant Damien Giotolo, @Sherlock Dupin sur Twitter, à interagir avec moi. Ce sera vraiment toujours avec grand plaisir. Suivez les comptes FR, je le redis encore et je n'insisterai jamais assez sur ça, les comptes FR de college football, de NFL, de MLB, de NHL. Voilà, là on est sur le college football, donc je vous le dis de les suivre parce qu'en plus, voilà, j'ai souvent l'occasion d'échanger avec eux, je les apprécie énormément et ils font un travail monumental, ils font des live tweets et ils font tout ce qu'il faut pour vivre le college football. Et voilà, donc suivez-les, le nom du programme Plus France et vous les trouverez. Voilà, et je pense qu'ils le méritent énormément. Merci à tous, on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast College Football sur The Free Agent. Salut!